Je sais qui je suis. Je suis ça. Bon, c'est bon, j'arrête. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de faire cette vidéo et d'être là avec toi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, que tu viens par hasard d'arriver, je t'invite à le faire parce qu'il va y avoir du contenu qui va te plaire et parce que même dans cette vidéo, tu vas recevoir des cadeaux. Quel genre de cadeaux? Aujourd'hui, on va parler de la famille recomposée, on va parler de la place de belle-maman. Et j'ai mis un titre un peu choc qui correspond à quelque chose que j'avais déjà lu. J'ai vu plein d'articles. En fait, moi, je suis dans des groupes qui parlent de la belle parentalité, en particulier en tant que femme. Et, euh, et j'avais envie de parler avec toi de ce sujet-là, de ce sujet qui m'est cher, parce que je suis maman et belle-maman. Et moi, je me considère personnellement uniquement comme maman, mais passons. Et j'avais vraiment envie de t'en parler sous deux angles. C'est-à-dire que si tu connais un petit peu mon histoire et que tu as un peu regardé quelques-unes de mes vidéos, ou si c'est pas encore le cas, je suis française d'origine congolaise et j'ai vraiment grandi avec cette double culture franco-congolaise. Donc il y a des choses sur lesquelles je suis profondément occidentale, je le reconnais, et il y a des choses sur lesquelles je suis très 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 congolaise. Et clairement, ma vision de la beau-parentalité, si je puis dire, a vraiment été influencée par mes origines congolaises. Et j'en suis très très fière parce que je considère que la manière dont on conçoit la famille, qui est plutôt traditionnelle, on peut le dire, en tout cas sous un point de vue occidental, ça peut être considéré comme étant traditionnel, et pour moi une manière vraiment assez particulière et très belle de concevoir la famille. Avant d'aller plus loin, voyons un petit peu le contexte, ok? Histoire que tu saches un peu d'où je viens et comment est-ce que j'en suis arrivée à me questionner là-dessus. Donc, autour de moi, en grandissant, j'ai vu plusieurs beaux-parents. Et j'ai notamment eu, au sein de ma famille, donc pas ma famille nucléaire, donc pas la petite famille, mais la famille vraiment large, j'ai pu voir des personnes qui avaient été élevées par leurs beaux-parents. Donc j'ai vu des familles recomposées autour de moi, d'accord, des familles congolaises recomposées, originaires du Congo en tout cas recomposées, qui vivaient en Europe. Et dans le même temps, je regardais un petit peu à travers des films, à travers ce qu'on me racontait, comment vivaient les autres familles recomposées directement au Congo. Voilà, je regardais, j'observais, j'apprenais, j'écoutais et je posais des questions. Et j'avais remarqué que dans une des familles recomposées, euh, une des filles de cette famille, une des belles filles, avait une place, on va dire, euh, très difficile à vivre. Elle se sentait pas aimée, voilà. Elle était clairement rejetée, on va dire ça comme ça, rejetée par sa belle-mère. Et c'est quelque chose avec lequel elle a grandi et elle a vraiment très très mal vécu. C'est-à-dire que elle a mal vécu parce qu'en plus son père n'était pas forcément présent, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez privé, et voilà, c'est pas le but. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête, c'est-à-dire que quand j'ai observé cette famille, quand j'observais justement cette personne-là, cette femme qui grandissait, que j'ai vu grandir, euh, je voyais les séquelles. C'était une personne en plus qui était beaucoup plus âgée que moi. C'est-à-dire que cette jeune femme dont je vous parle, qui a grandi dans ce foyer où il y avait de l'amour, hein, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas d'amour, il y avait de l'amour. Simplement, elle était moins aimée que le reste de sa fratrie, on va dire ça. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le vivait. Je dirais peut-être même pas qu'elle était moins aimée, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle le vivait. Et j'ai pu voir en fait comment ça a touché à son estime de soi, comment est-ce que ça a touché à sa confiance en elle, comment des années plus tard, arrivé à l'âge de 30, 40, même plus, bah, cette personne n'était toujours pas bien, cette personne était toujours blessée. Alors je ne dis pas que tout vient de ça, il y a bien d'autres blessures, mais je sais que c'est quelque chose qui avait joué. Et donc, petite, j'observais ça, j'observais les traitements différents, j'observais cette souffrance, et c'est quelque chose qui m'interpellait. Et je me suis jamais, j'ai jamais planifié d'être dans une famille recomposée, clairement, mais je m'étais toujours dit, si jamais j'adopte un enfant un jour, je veux je veux qu'il puisse pleinement avoir sa place dans notre foyer. Je veux pas qu'il se considère comme étant adopté. En fait, pour moi, je vais vous dire clairement, hein, je te le dis cash, pour moi, l'adoption, euh, c'est le fait de reconnaître un enfant comme le tien au point où
tu apprends, tu te disposes à l'aimer de manière inconditionnelle, parce que c'est pas quelque chose de naturel, ok? Mais, comme je dis très souvent, l'amour, c'est pas un truc juste qu'on ne choisit pas, qui nous tombe dessus. Pour moi, on choisit d'aimer. Clairement, on choisit d'aimer. On pourrait ne pas aimer. Il y a beaucoup de personnes qu'on pourrait ne pas aimer. Mais clairement, on se dispose en fait, on se dispose à aimer. Et je considère que quand on va décider de cheminer avec quelqu'un pour le reste de sa vie, d'accord, je parle pas d'un coup comme ça, d'une aventure, non, 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 je parle de relations sérieuses, durables, qu'on veut stables, on doit pouvoir prendre tout ce qu'il y a autour de cette personne, on doit pouvoir prendre aussi également ces enfants-là, et on doit pouvoir apprendre aussi à les chérir, ok? Donc, ça, c'est la première aspect en fait du contexte dans lequel j'ai grandi, de comment est-ce que j'ai vu les choses. Donc j'ai vu cette personne-là vraiment souffrir. D'un autre côté, j'ai vu aussi comment est-ce que normalement au Congo, donc je dis bien normalement, de manière assez traditionnelle, la beau-parentalité n'existe pas en soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mot, je n'ai jamais entendu un mot pour beaux-parents, par exemple en lingala. Je ne connais pas toutes les langues du Congo, parce qu'il y a plusieurs langues, mais le lingala, c'est la langue avec laquelle j'ai le plus grandi. J'ai jamais entendu le terme beaux-parents, et quand je demandais autour de moi, ça n'existait pas. Belle-mère, beau-père, non. Et on m'avait bien expliqué que ça n'existe pas parce que chez nous, au Congo donc, les enfants de ton conjoint, ce sont tes enfants. Ok? Et vice-versa. Et donc ça veut dire, est-ce que ça veut dire que le parent biologique n'a plus sa place? Non, c'est pas ça. C'est un ajout. On ne considère pas, et ça c'est très africain on va dire comme concept, on va dire très bantou, on ne considère pas que le fait d'ajouter une chose nous oblige à ôter quelque chose à l'autre. On voit plus les choses comme étant une multiplication, une addition. Et donc du coup j'ai vu beaucoup dans d'autres familles et autour de moi, et même quand je regardais des théâtres de chez nous, voilà, salut les Congolais, vous savez de quoi je parle, et je voyais, ben, c'était papa, maman, toujours papa, maman. Et pour vous dire, cette histoire va tellement loin, cette idée que le père de ton conjoint, que pardon, l'enfant de ton conjoint devient ton enfant, que le père de ton conjoint devient ton père. Et je sais que si vous êtes très occidental ou très français, vous allez dire ah mais c'est bizarre et tout. Non, non, mais il y a une symbolique derrière. Il y a vraiment une symbolique, parce que la place des parents est quand même sacrée. La place des parents est importante, elle est considérée. La place des enfants aussi, hein, d'accord. Il n'y a pas d'opposition, encore une fois. Là, on est sur une autre culture, donc on ne voit pas forcément les choses en opposition. Le fait de donner à une personne ne retire rien à un autre, ok, qu'on soit clair. Et donc du coup, ça fait que bah, le père de ton mari devient ton papa. Tu lui dois le respect, le même respect que tu donnerais à ton père. La mère de ton mari devient également ta mère. Vous voyez? Et donc, bien sûr, il y a eu des abus, comme un peu comme dans toutes les cultures, comme dans toutes les origines. Mais ça fait quand même partie des fondamentaux de ce que j'ai compris, hein. Donc, si vous êtes congolais, vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. Pensez quand même à expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est quand même, ça reste quand même un des fondamentaux dans la constitution, dans la vie de la famille congolaise, dans la perception qu'on a de la famille congolaise. Et donc, moi, j'ai vraiment grandi avec, voilà, cette image de quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences quand un enfant n'est pas choyé, notamment du fait de sa position de beau enfant? Et d'un autre côté, j'ai grandi, et ça c'était dans une culture occidentale, c'est-à-dire que c'était une famille congolaise dans une culture occidentale, voilà, clairement intégrée à la société occidentale, à la société, disons, moderne, voilà, européenne. Et d'un autre côté, j'ai vu le fonctionnement dans des familles plutôt traditionnelles congolaises. Et j'ai vu les deux. Voilà. Et j'ai grandi avec ça. OK? Du coup, quand je me suis mariée avec mon mari qui avait déjà des enfants, et moi j'avais déjà une fille, j'avais pris le temps, avant même de me marier d'ailleurs, j'avais pris le temps de réfléchir, ok, je vais me remarier à un moment donné, parce que j'avais déjà eu une fille d'une précédente union. Comment est-ce que je perçois les choses? Quelles sont mes attentes? Quels sont mes besoins? Comment est-ce que je veux qu'on grandisse? Comment est-ce que je veux qu'on évolue ensemble? Quelle place nos enfants, mon enfant en tout cas, va avoir dans cette relation? Parce que je n'avais pas encore rencontré mon mari, que je m'étais déjà posé ces questions-là. Et pour moi, c'était évident. Mon mari doit être capable d'être un père pour ma fille.
c'était évident. Ça ne supprime absolument pas son père, qui est présent, qui existe, avec qui elle a une relation et qui s'entendent très bien. Donc ça c'est même pas une question. Mais pour moi, c'était évident que la personne qui partage mon quotidien, partage le quotidien de ma fille, doit avoir un rôle masculin, un rôle de père, un rôle fondamental. Voilà. Et même si j'ai grandi avec, comme je le disais, j'ai grandi vraiment en France, hein, je suis arrivée, j'étais toute petite, euh, ben, c'était hors de question pour moi que ma fille appelle son beau-père par son prénom. Et c'était hors de question que si jamais mon mari avait des enfants, après ça dépend bien sûr de l'âge, ça dépend de pas mal de choses, ok? Mais en l'occurrence, là, ces enfants étaient aussi petits que les miens, donc j'avais quoi? Il y avait quelques mois de différence et 1 an pour la plus grande à peu près de différence d'âge, bah non, des enfants à qui je change la couche, que c'était pas possible. Et ça, c'était mon côté très congolaise. Voilà. C'est-à-dire que au Congo, par exemple, les enfants n'appelleront jamais, mais alors, mais vraiment, mais jamais, un adulte par son prénom. Ça ne se fait pas. C'est juste, c'est inimaginable. Et c'est pas parce que l'adulte aurait plus de valeur. C'est pas une question de valeur, c'est une question de respect. D'ailleurs, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup d'autres cultures, dans des cultures par exemple asiatiques. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de liens. Je me suis longtemps intéressée justement à la culture coréenne parce que je voyais aussi, je retrouvais en fait ce respect des aînés et des anciens, qui pour moi, je trouve, on l'a un peu perdu dans la société moderne occidentale. Et donc pour moi, c'était évident que ça allait se passer comme ça. Et vous savez, petite anecdote, donc quand je me suis mise avec mon mari et qu'on s'est installés ensemble, etc., mon ex-mari m'avait envoyé un message en me disant ouais, je comprends pas, notre fille m'a dit que qu'elle appelait son beau-père, ton compagnon, papa. Je comprends pas. Je suppose que ça te dérangerait qu'elle appelle ma compagne maman. Moi j'ai dit mais... Et mon ex est congolais, hein, ok, enfin, d'origine congolaise. Et je lui ai dit mais bah non, enfin ça me dérange pas en fait. Et là il a dit ah ok. Et je sais que ça va choquer certaines femmes, mais, mais qu'est-ce que... Enfin, ça me dérange pas que ma fille appelle sa belle-mère maman. Non, ça ne me dérange absolument pas. Pourquoi? Parce que je sais que ma fille est assez intelligente, elle a grandi. Elle grandit d'ailleurs dans cette double culture, même plus que double culture, parce que du coup, il y a d'autres cultures qui se sont ajoutées avec mon mari, notamment la culture créole. Salut les Antilles, les Antillais de Guadeloupe en particulier. Et donc, je sais que ma fille n'est pas perdue parce que moi-même, j'ai grandi dans cette double culture et je n'ai pas été perdue parce que des millions, des milliers de générations de Congolais, et je pense que ça ne concerne pas que le Congo, donc si vous êtes d'un autre pays d'Afrique, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe chez vous, mais je sais que des milliers, des millions d'autres Congolais n'ont pas été perdus, ils se sont pas retrouvés à ne pas savoir, mais en fait, c'est qui ma vraie maman? Non, mais même pas une question de vrai, mais c'est qui ma maman? Bah, ma fille sait très bien que je suis sa mère. Elle sait très bien que c'est moi qui prends les décisions, que c'est moi qui ai l'autorité parentale. Elle le sait. Et ce qu'elle comprend par le fait d'appeler sa belle-mère maman, euh, elle comprend qu'elle lui doit le respect qu'elle me donne. Ok? Et sa belle-mère, à chaque fois qu'elle entend cet enfant l'appeler maman, elle se doit de lui donner l'amour qu'une mère donne à son enfant. Et c'est aussi ça le truc. C'est aussi pour ça justement que chez nous, et c'est vraiment ce que j'ai compris, à chaque fois qu'un enfant dit maman, ça doit rappeler aux parents qu'il est son parent. Ça doit lui rappeler qu'il a cette responsabilité, qu'il a certaines responsabilités. De même pour l'enfant, ça doit lui rappeler aussi qu'il a la responsabilité, certaines responsabilités, en tout cas la notion de respect, etc. Et c'est ça en fait, c'est vraiment dans les deux sens. Donc pour moi, il y a une vraie symbolique, il y a une vraie force, il y a une vraie puissance dans cette manière de voir les choses, dans cette manière de voir aussi la famille. Évidemment, je sais que lorsque l'on est en Europe, c'est pas forcément des choses que l'on peut mettre en place, ça peut être compliqué, etc. Et puis si en plus vous êtes dans un mariage mixte et que bah, l'autre personne ne comprend pas, ça peut être compliqué. Donc moi, ce que je pourrais recommander dans ces cas-là, notamment pour celles qui sont d'origine congolaise comme moi, ça peut être d'être appelée tantine ou de mettre en place un petit nom qui vous permettra, si bien sûr pour vous c'est important, hein, encore une fois, ce que je dis n'engage que moi.
et même quand j'accompagne du coup les éclorées, c'est-à-dire toutes les femmes que j'accompagne dans leur épanouissement, mon objectif c'est pas d'en faire des clones de ma personne, absolument pas. Mon objectif c'est vraiment de les aider à atteindre leur plein épanouissement. Je partage mes expériences, mais on essaye surtout de trouver ce qui va vous correspondre. Donc ce que je suis en train de dire sur l'amour que l'on peut avoir pour son beau enfant, si ça se dit comme ça, I don't know, mais on va l'utiliser comme ça. Euh, c'est vraiment là, je suis en train de partager une expérience et des réflexions que j'ai eues à ce sujet, et je partage aussi des choses que j'ai vues qui fonctionnent. Voilà. Et puis je voudrais aussi déculpabiliser un peu les beaux-parents, les belles-mamans en particulier. D'accord? Donc, là, vous avez le contexte sur d'où je viens et comment est-ce que je vois les choses. Et donc, du coup, quand j'ai rencontré mon mari, ben, on a parlé de ces choses-là, clairement, dès le début, et je lui ai expliqué, voilà, comment j'avais grandi, comment je voyais les choses, etc. Il a écouté, et il me disait, alors lui, il a grandi aussi dans une famille recomposée, finalement, et son père, qui est entier, lui disait toujours, chez nous, il y a pas de demi-frère. Il n'y a pas de demi-frère, il n'y a pas de demi-sœur. Et donc lui, qui justement a eu, entre guillemets, je dis des demi-frères, parce que c'est jamais comme ça qu'il va le présenter, euh, il comprenait en fait, il percevait ce truc-là parce que c'est exactement comme ça qu'il a grandi. Et pourtant, il a grandi aussi dans une culture mixte. Vous voyez, il a aussi grandi dans une, on va dire, double culture, clairement. Et donc du coup, je suis tombée sur le titre de cette vidéo vient de plusieurs articles que j'ai vus qui disaient, je vais vous montrer une partie et vous dire un peu ce que j'en pense et comment est-ce qu'on peut essayer finalement d'arriver à nous déculpabiliser et à trouver notre place. On n'est pas obligé d'aimer les enfants de son conjoint. On n'est pas obligé d'aimer les enfants de son conjoint. Quand j'ai vu ça, quand je vois ce genre de titre, pour moi, ça fait encore partie de toutes ces choses qu'on nous balance un peu à tout va dans les médias pour nous faire plaisir, pour voilà, nous caresser dans le sens du poil. Je suis pas d'accord avec ça. Et je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord avec ça. Encore une fois, là, si on parle d'un conjoint qui est de passage, ok, whatever. Mais si on parle de relations stables, durables, dans laquelle il y a une vie de famille qui doit être créée, je suis désolée, comment est-ce qu'on peut parler de vie de famille s'il n'y a pas d'amour? Et je ne suis pas en train de dire que ça doit être un truc qui se fait de manière magique. Comme je dis, on choisit d'aimer. On choisit d'aimer. Ou en tout cas, on se dispose à aimer. Mais c'est pas automatique, ça demande du travail. Même pour un couple, l'amour là un peu passionnel qu'on a au début, on sait que ça ne dure pas. Il paraît d'ailleurs que ça ne dure que 3 ans. Mais tout le reste, c'est du travail en fait. Tout le reste, c'est de l'entretien. C'est pas un truc comme ça qui est magique, ok? Et donc du coup, on n'est pas obligé, si on se dit d'emblée, bah, je suis pas obligé d'aimer les enfants de mon conjoint, ce sont ses enfants, ce ne sont pas les miens, effectivement, ce sont ses enfants, ce ne sont pas les tiens. Mais dès le moment où tu t'engages avec une personne qui a déjà des enfants, tu peux pas te soustraire à cette réalité-là que ces enfants vont avoir une place. Et tu peux pas juste te dire non, non, mais moi c'est une hypocrisie pour moi de se dire que on va avoir une vie de famille, mais je serai juste en dehors de cette vie de famille. Bah non, c'est pas possible. Et justement, dans un des articles que je disais, on voit le partage d'une femme, donc son prénom, les prénoms ont été changés de ce que j'ai compris, qui dit qu'elle a beaucoup pris de temps à rencontrer, elle avait du mal, elle avait peur, à rencontrer les enfants de son compagnon. Ça n'a pas du tout été une mince affaire. Et pendant des mois, elle a décalé le rendez-vous, etc. parce qu'elle ne voulait pas briser leur bulle, elle ne voulait pas briser leur vie à deux, le cocon de leur vie à deux. Mais quand je vois ça, je me dis, mais attends, il avait des enfants en fait. C'est-à-dire que quand tu l'as rencontré, c'était dans le deal. Okay. Et même s'il ne vit pas tout le temps avec ses enfants, il y a des moments où ses enfants sont là. À moins que ses enfants soient grands, indépendants, ça c'est une autre histoire, mais je ne parle pas de ça. Je parle vraiment du fait d'avoir une vie de famille, donc des enfants qui ont quand même une certaine présence dans notre vie. Et c'est pas quelque chose, je pense que justement, et je t'invite, si tu n'as pas encore vu cette vidéo où je parle des questions fondamentales à se poser avant de se mettre en couple, ça fait partie des questions fondamentales à se mettre en couple. Est-ce que je peux accepter d'être avec une personne, avec un homme qui a déjà des enfants? Oui ou non? C'est une vraie question à se poser dès le début. Est-ce que je vais supporter tout ce qui va avec? Parce que ça demande quand même un certain boulot différent. Est-ce que je vais accepter d'avoir une place de belle-mère?
Comment est-ce que je veux occuper cette place de belle-mère? Est-ce que j'ai le cœur disposé pour ouvrir mon cœur, parce qu'il s'agit d'ouvrir son cœur, hein, clairement, à aimer des enfants qui ne sont pas les miens? Et bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tu es obligé de les aimer exactement comme les tiens si tu as des enfants. C'est compliqué parce que naturellement, c'est difficile. Moi, personnellement, c'est pas mon choix. Mais voilà, si pour toi c'est plus compliqué, je peux le comprendre, je peux le concevoir clairement. Mais c'est des vraies questions à se poser en fait. Et aujourd'hui, on est dans une hypocrisie, on est dans une, même pas plus qu'hypocrisie, on est dans une illusion dans laquelle on se dit, oh bah l'amour ça suffit, on va s'aimer et puis c'est bon, et puis on va construire quelque chose. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas suffisant en fait, parce qu'il y a des défis particuliers qu'il y a dans la famille recomposée qu'on ne trouve pas dans une famille, on va dire, dite classique. Ok? Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, du coup, si tu es une maman solo, par exemple, et que tu veux te mettre en couple, c'est des questions que tu dois te poser. Quelle place cet homme que je veux dans ma vie va avoir auprès de mes enfants? Si bien sûr tu planifies de te marier, cette question-là, elle est obligatoire parce que cet homme sera dans ta vie tous les jours. Quel genre de relation tu veux qu'il ait avec tes enfants? Et ça va être différent selon que le père de tes enfants est là ou pas. Ça va être différent dans le sens où il va falloir trouver un bon équilibre, il va falloir trouver un équilibre, de manière à ce que chacun ait sa place. Chacun trouve sa place, chacun connaisse son rôle. Alors nous, avec mon mari, ça a été très simple, très clair, parce que comme je vous l'ai dit, avec mon mari, c'était évident. euh, comme je disais, hein, une des choses qu'il me disait, c'était il n'y a pas de demi-frère chez moi. Donc il n'y aura pas de demi-sœur. Elles seront sœurs. Basta. Clairement. Et pour moi, mon mari occupe vraiment c'est le père dans cette maison. C'est le père dans cette maison. Et donc je suis la mère dans cette maison. Et j'ai la particularité d'élever aussi mes belles-filles. Donc du coup, je dis toujours que j'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants, une que j'ai mis au monde et 2 qui sont nés dans mon cœur. Voilà comment je le dis. C'est-à-dire que bien sûr, celle que j'ai mis au monde, elle est née dans mon cœur aussi. Mais les 2 autres, je les ai pas mises au monde, mais je les aime de manière inconditionnelle. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est facile, ça n'a pas été magique, mais c'était quelque chose pour lequel j'étais tellement disposée, je m'étais tellement préparée que finalement, il a surtout fallu travailler, il a fallu se questionner, il a fallu harmoniser. Les enfants ne sont pas interchangeables dans le sens où, clairement, on fait en sorte, mon mari et moi, d'aimer nos enfants exactement de la même manière. Et je pense qu'on y arrive plutôt bien. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous voient ensemble, très souvent, ils sont un peu surpris. Et si je leur dis pas, ils se disent même pas que ce sont mes belles-filles, en fait. Voilà, clairement, je le dis honnêtement. Euh, mais on fait la différence entre les enfants parce que ben, nos enfants n'ont pas le même âge, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas la même personnalité, n'ont pas les mêmes défis. La différence, pour nous, elle va se situer là. Donc, ce serait aussi une hypocrisie de dire qu'on ne fait pas de différence. Bien sûr qu'on fait une différence. On fait une différence parce qu'on sait que tel enfant est plutôt introverti et voilà sur quel levier on doit l'aider. On fait la différence parce qu'on sait que tel enfant a plus besoin de ça parce que justement, dans sa personnalité, voilà ce qui ressort. Mais après, au niveau de tout ce qui est traitement, on fait en sorte qu'il y ait une équité, que ce soit vraiment équitable, ok? Équité, voilà, égalité peut-être même. Et vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, quand je fais cette vidéo, en fait, c'est vraiment pour t'amener à réfléchir. De un, si tu es maman solo, ok? De un ou plusieurs enfants, et d'ailleurs, c'est pas la même chose, hein. Un, deux, trois, ça va pas être la même chose parce que tu veux ramener un homme dans ta vie, le niveau de responsabilité qu'il va avoir à gérer dans son rôle de père, dans son rôle d'époux, ne sera pas le même selon qu'il y a un ou plusieurs enfants. Soyons clairs. Mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus une autre fois. Donc, si tu es maman solo, questionne-toi clairement sur tes besoins, tes attentes, ce que tu vas attendre justement de cet homme, quelle place il va avoir et comment aussi, bien sûr, tu vas gérer les choses avec tes enfants. Parce que parfois, ce sont les enfants qui sont récalcitrants à l'idée que maman est quelqu'un dans sa vie. Moi, j'ai pas énormément eu ce souci parce que ma fille était vraiment petite quand elle a rencontré mon mari. Elle avait même pas encore 1 an. Presque 1 an. Elle avait pas encore 1 an, presque 1 an. Elle parlait un petit peu, mais pas encore complètement. Il n'y avait pas d'homme dans ma vie. Son père n'était pas là vraiment tout le temps parce qu'en plus, il vit pas dans le même pays.
Donc du coup, on n'avait pas de, c'était pas compliqué à mettre en place. Et surtout, euh, et surtout, j'ai la place de son père, donc vraiment son père biologique, tout ce que vous voulez, était était affirmée. Vous voyez, c'est-à-dire que je me suis placée déjà en tant que femme dans une. Je me suis déjà dit en tant que femme, je ne peux pas, je ne dois jamais dévaloriser, dénigrer son père, donc celui qui a permis qu'elle puisse être là devant elle. Je ne peux pas. Ça, c'était un truc. Pourtant, voilà, vous connaissez un peu mon histoire, etc. Ça a été ça a été un divorce vraiment houleux, très compliqué. Mais j'estime que c'est pas mon rôle, c'est pas ma place, en fait. J'estime que euh, ma fille doit pouvoir respecter son père. Elle doit pouvoir l'aimer parce qu'il a un rôle particulier dans sa vie. Et donc, mon mari a également ce rôle-là. C'est le protecteur qu'on a à la maison au quotidien. C'est celui qui pourvoit à nos besoins au quotidien. C'est vraiment le rôle du papa, du père de la maison, le rôle masculin qu'elle voit au quotidien. Et donc, pour moi, il n'y avait pas de conflit, en fait, à avoir. Et ça, c'était suffisamment clair pour que ma fille arrive à avoir cette clarté. Et aujourd'hui, elle a bientôt 6 ans. Et pour elle, il n'y a pas de... Elle n'est pas perdue par rapport à ça. Elle n'est pas perdue par rapport à ça. Euh, et même, elle a eu elle avait vu des médecins, elle est suivie comme tous les enfants, pédiatres et compagnie. Il y a pas de trouble à ce niveau-là parce que ça a été tellement clair. Comme c'est clair pour moi, la maman, bah forcément, c'est clair pour l'enfant. Donc, si tu es maman célibataire, que tu veux te remettre en couple, vraiment questionne-toi sur la place que cet homme va avoir. Ne te dis pas, on verra quand il sera là. Non. Il faut que tu te questionnes, il faut que ça fasse partie des choses, justement, j'aime pas il faut d'ailleurs, mais pour moi, ça fait partie des fondamentaux. Donc, c'est pour ça que je le dis comme ça. Évidemment, ce que je dis n'engage que moi. Tu prends ou tu prends pas. It's up to you. Mais pour moi, ça fait vraiment partie des questions à se poser et pas de se dire simplement, on verra quand il sera là, on fera. Non, non, non. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations où on se dit, bah finalement, ça marche pas. Bah oui, ça pouvait pas marcher parce que tu n'étais pas parti en profondeur dans des questions qui sont vraiment importantes et qui touchent aussi à tes valeurs intrinsèques. Ok? Donc ça, c'est si jamais tu es maman solo. Si jamais tu n'es pas forcément maman solo ou que tu vas arriver dans une place de belle maman, il faut aussi que tu arrives à te questionner sur le rôle que tu vas avoir auprès de ces enfants. Selon leur âge, forcément, le rôle va être différent. Et encore une fois, enfin, moi, personnellement, je suis complètement décomplexée sur ma place vis-à-vis de leur mère, vis-à-vis de la mère de mes filles, de mes belles-filles, si vous préférez. Dans le sens où j'estime que ma présence n'est pas une menace à son existence. Bon, je dis pas que c'est comme ça qu'elle, elle le vit, mais ça, c'est une autre histoire, j'en parlerai pas ici. Mais moi, j'estime que ma place n'est pas une menace dans le sens où euh, mes belles-filles sont libres de parler de leur mère. Et ici aussi, on fait en sorte en tout cas de ne jamais mal parler de leur mère, de ne jamais dénigrer. Quand ça se passe pas forcément bien avec leur mère, on essaie aussi de les rassurer, de leur dire, ben voilà, elle vous aime, elle fait au mieux, etc., etc. Parce que c'est pas forcément, elles sont pas forcément dans une situation simple. On va juste le dire comme ça avec leur mère. Et ce que nous, on essaye de faire, et on estime que c'est vraiment notre rôle, en fait, de parents, c'est de les mettre en sécurité émotionnelle. Et pas juste en sécurité, bien sûr, la sécurité de tous les jours, mais aussi en sécurité émotionnelle. Et c'est une manière pour nous de les protéger. Quand elles seront grandes, en grandissant, elles-mêmes, elles verront certaines réalités. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour dire, ouais, votre mère, elle est comme ceci. Mais ça va pas ou quoi? C'est affreux. Et quand on fait ce genre de choses, on n'imagine pas le nombre de blessures qu'on ajoute en fait, qu'on ajoute dans le cœur de cet enfant qui grandit, qui devient un adulte qui peut manquer de confiance, un adulte qui va avoir peur du rejet, un adulte qui va avoir peur d'être abandonné, un adulte qui peut avoir des comportements un peu dangereux pour lui-même ou qui va avoir du mal à gérer ses relations avec les autres, justement à cause de ce genre de failles. Et donc clairement, quelle va être ta posture? La question que je voudrais te poser, si tu pourrais être belle-maman ou si tu es belle-maman, quelle est ta posture? Quelle va être ta posture en tant que belle-mère? Quelle place tu veux occuper? Et juste dire, oh, bah, je suis pas obligée de les aimer parce qu'après tout, c'est pas mes enfants, je suis désolée. C'est une hypocrisie parce que tu vas être dans la vie de ces enfants-là. Parce que tu vas jouer un rôle, tu vas avoir un rôle de modèle quelque part en tant qu'adulte. Et on va pas se leurrer, les enfants voient, observent et ils intériorisent tout ce qu'ils voient, hein, aussi, et ils reproduisent ce qu'ils voient. Et pour moi,
Vous vous souvenez quand je te disais au début de la vidéo, quand j'ai vu la souffrance justement de cette personne dans mon entourage, qui n'a pas été aimée, chérie par sa belle-mère et qui voyait la différence avec les autres personnes de sa fratrie, ça m'a tellement brisé le cœur que je me suis dit, je ne peux pas infliger ça à un enfant. Et je me suis disposée, j'ai donc disposé mon cœur pour aimer ces enfants qui n'étaient pas les miens. Et je les ai fait miens, mais en les faisant miens, ça ne m'empêche pas d'avoir conscience qu'elles ont une mère. Et ça ne lui enlève absolument rien. Chacune sa responsabilité. Après, effectivement, j'ai cette particularité de les élever au quotidien. Donc forcément, ben, ce sont mes valeurs que je donne davantage. Okay, ça, c'est sûr et certain. Si vous arrivez à avoir des relations saines et équilibrées aussi avec l'autre parent, avec le parent, même si vous avez ça, franchement, ce serait le top. Mais malheureusement, nous savons que quand il y a des situations de séparation, c'est toujours plus compliqué et que ce n'est pas évident de traiter avec l'autre parent. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important que ce soit des choses qui soient dites, des choses qui soient pesées. Donc moi, je suis contre le fait, et c'est un peu l'idée de cette vidéo, de dire, bah, je suis pas obligée d'aimer ces enfants-là parce qu'ils ne sont pas les miens. Je suis pas d'accord. Je dis pas que c'est facile, mais je pense qu'on devrait au moins se disposer à les aimer, à ouvrir notre cœur. Forcément, ce sera pas parfait et ça demande du travail. Il faut reconnaître aussi que ça demande du travail. Et c'est aussi pour ça qu'il faudrait avoir une conversation franche et honnête avec son conjoint à ce sujet-là. Et je ne sais pas si tout ce que je viens de dire était suffisamment clair. N'hésite pas, si tu as des questions, à les poser en commentaire. Si tu veux aller plus loin parce que justement tu es dans une situation similaire, tu prends un rendez-vous en pré-accompagnement. C'est un rendez-vous gratuit, ok? C'est un rendez-vous gratuit dans lequel justement on échange un petit peu sur tes défis et on voit comment est-ce que moi je peux t'accompagner justement pour gérer ces défis. Mais il y a de plus en plus de familles recomposées, ok? Il y a de plus en plus de familles recomposées. Il y a de plus en plus de divorces. Les gens se marient de plus en plus tard aussi. Je pense que tout ça, ça amplifie d'ailleurs le fait qu'il y ait peut-être de plus en plus de divorces. Et donc, c'est des questions qu'on doit traiter, c'est des questions qui ne doivent pas être tabous. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de prendre le taureau par les cornes et d'aborder ces sujets. Parce que derrière, et c'est tout mon combat, hein, ça fait partie de mon défi en tant qu'éclairiste. Pour moi, derrière, il y a un véritable impact sur la vie de famille, qui est la première société dans laquelle on est, mais aussi sur la société. On a besoin d'enfants qui vont grandir en étant épanouis, qui sont capables d'avoir conscience de qui ils sont, qui sont capables de prendre des décisions qui vont pas juste les servir eux, mais qui vont être aussi utiles à la société. Et pour ça, on a besoin de femmes, de cœurs de foyer. C'est comme ça que j'appelle les femmes, les cœurs de foyer. On a besoin de femmes qui sont épanouies et qui prennent pleinement leurs responsabilités. Et ça fait partie de notre responsabilité. On ne peut pas juste laisser les médias gérer notre image de la famille, gérer notre manière de faire les choses. On a besoin d'aller plus loin. Et je considère que certaines choses traditionnelles, que certaines valeurs traditionnelles avaient une raison d'être. Nos anciens n'étaient pas fous, j'aime le dire. Et quand je parle de nos anciens, pour le coup, là, je ne parle pas juste des anciens en Afrique, je parle même des anciens de la société occidentale. Ils n'étaient pas fous. S'il y avait certaines choses qui avaient été mises en place, c'est parce qu'on avait vu que ça marchait. Okay. Et oui, les mariages d'antan duraient bien plus longtemps. Effectivement, il y avait certains abus, mais il y avait des choses qui avaient vraiment une raison d'être. Et c'est là-dessus qu'on doit apprendre à se questionner. On ne peut pas juste tout rejeter sous prétexte qu'aujourd'hui, on a la nouvelle technologie et on a la libération, je le mets entre guillemets, de la femme. Je pense qu'on ne peut pas juste tout rejeter. Je pense qu'on doit être capable de prendre ce qui était bon, d'abord de se questionner sur le pourquoi du comment, accepter de garder ce qui était bon et de retirer ce qui était mauvais. Donc voilà, c'était Jennifer, c'était Cinzola. C'était un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais j'espère que ça a été pertinent et utile pour toi. Si tu ne me suis pas encore, abonne-toi. Je t'invite vraiment à liker cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a fait réfléchir, si ça t'a fait du bien. Si ne serait-ce qu'un petit peu, ça t'a fait réfléchir. Clique, like. Si ça t'a fait te questionner, like. Si ça t'a donné envie d'aller plus loin, contacte-moi. Et évidemment, je t'invite à me suivre aussi sur tous mes autres réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn, sur lesquels je partage aussi pas mal de choses.
Il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Donc, si tu n'es pas abonné, vraiment, 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 je ne sais pas quoi te dire, quoi. Donc, c'était Jennifer Stecinzola, ton éclairiste, celle qui t'aide à trouver ton épanouissement, à t'épanouir pleinement dans tous les domaines de ta vie. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.